l'expérience salariée est d'une de ces déclinaisons qui est la gamification, parce que finalement la gamification c'est une façon de faire vivre une expérience salariée différente. On voulait s'interroger sur un petit peu de sémantique, parce que finalement cette notion d'expérience salariée, aujourd'hui elle est assez banale, elle est assez usitée. Bien sûr on peut trouver son origine dans cette notion d'expérience client, parce que ça fait des années qu'on parle d'expérience client, mais finalement expérience salariée c'est assez neuf. Très paradoxalement, les politiques RH traditionnellement et les grandes entreprises s'intéressaient peu à l'expérience salariée. On parlait de politique de gestion du personnel, de processus d'amélioration de la performance, mais l'expérience salariée, c'est-à-dire le ressenti, le vécu, la façon dont chaque salarié va vivre son expérience au sein de l'entreprise, c'est un concept assez neuf. Assez neuf, on peut aussi, assez neuf mais utile, parce qu'aujourd'hui vous entendez tous parler de bien-être au travail, qui sont là encore des marronniers actuels, mais il y a quelques années c'était des données beaucoup moins usitées. Donc l'expérience salariée et la gamification, ça va être le jeu de propos. Alors je crois qu'on a un petit moment sponsor, regardez bien. Voilà le petit moment sponsor. Et quand on parle d'expérience salariée, il y a deux notions qu'on voulait aborder avec vous avant de parler gamification. Donc l'expérience salariée, pour qu'elle soit bonne, à notre sens, il y a deux leviers. Le premier d'entre eux, c'est l'employabilité. Donc l'employabilité, c'est cette capacité individuelle à acquérir et à maintenir des compétences nécessaires pour conserver ou trouver un emploi. Alors pour vous, ça peut être un peu conceptuel, puisque j'estime que si vous êtes dans cette salle, c'est-à-dire que si votre entreprise ou alors vous-même a eu les moyens de vous payer un ticket d'entrée à Agile en Seine, c'est que vous faites partie des gens les plus employables sur le marché du travail. Mais il ne vous aura pas échappé que le marché du travail aujourd'hui est très inégalitaire et très contrasté. On a un président qui va dire à un paysagiste de traverser la rue pour trouver du travail, et dans le même temps, nous, Extia, société de services en informatique, on fait face à une pénurie constante de ressources qualifiées. On estime que par an, il manque à peu près 20 à 30 000 ingénieurs formés en France, et ça fait des années que ça dure. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans ce secteur d'activité, et ça fait 15 ans qu'on se pose toujours les mêmes problèmes. Donc, un marché du travail très inégalitaire, mais qui connaît de profondes mutations et en accélération, ces mutations. Alors, il y a plusieurs explications à ça. D'abord, la prédominance maintenant des services, qui, dans cette salle, n'est pas dans le secteur du service. Tous les autres, vous vous reconnaissez dans le service? Donc, vous voyez, on a à peine une dizaine de personnes dans des secteurs dits de production ou industriels. Aujourd'hui, 70% des emplois se trouvent dans les secteurs du service, à tel point qu'il y a des notions qui commencent à être développées. On ne parle plus de main-d'œuvre, on parle de cerveau d'œuvre maintenant. C'est-à-dire cette capacité, puisque les emplois de production disparaissent. On s'aperçoit que quand on regarde un petit peu les mutations sur le marché du travail, encore une fois, les emplois qui se créent aujourd'hui sont des emplois d'interaction, donc qui permettent la collaboration et la communication. Et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus des soft skills. Ce matin, en introduction, notre speaker parlait des soft skills, mais c'est une réalité. Parce que ce marché du travail qui évolue, il est aussi en accélération. Il y a quelques années, on estimait qu'on allait changer 4 ou 5 fois, dans le meilleur des cas, d'entreprise lors de sa vie professionnelle, et peut-être un peu plus si on était très mobile d'emploi. Aujourd'hui, on estime la durée d'occupation d'un poste inférieure à 2 ans. Donc ça, c'est une accélération très très brutale, à tel point que chez Exia, c'est 28 ans de moyenne d'âge. Donc moi, j'ai entendu plusieurs fois depuis mon arrivée qu'au bout de 3 mois, on avait fait le tour de son poste. Vous voyez, donc ça, c'est des choses qui, il y a 10 ans, étaient inimaginables, de pouvoir dire en toute certitude qu'au bout de 3 mois, on avait fait le tour de son poste. Donc une accélération, une obsolescence rapide des compétences, et puis la robotisation. Vous avez tous lu dans la presse qu'on nous annonçait que 50% des emplois allaient disparaître d'ici 20 ans. Donc ça, on ne sait pas bien, c'est de la prospective. À vrai dire, les spécialistes s'accordent sur le pourcentage exact. Ce qu'on sait, c'est que ça bouge extrêmement rapidement. Donc dans ce contexte, ce qui va faire la différence, c'est votre capacité à être mobile professionnellement. C'est pour à changer de métier rapidement.
Et quand je dis métier, le terme peut-être n'est plus adapté, puisque métier, c'est cette habileté qui est conférée par la pratique et l'expérience. Mais finalement, aujourd'hui, la tâche prend le pas sur le métier. Pourquoi je dis ça? Prenons l'exemple des chauffeurs de taxi, Uber. On parle beaucoup d'ubérisation, mais si vous réfléchissez, les chauffeurs de taxi, vous expliquez que pour être chauffeur de taxi, il fallait bien évidemment une licence, mais avant cette licence, ils passent un examen, notamment à Paris, il leur fallait connaître l'ensemble des rues. Aujourd'hui, vous avez votre permis de conduire, vous avez une voiture, vous pouvez être chauffeur Uber. Donc on n'est plus dans cette notion d'expérience et d'habileté. Autre exemple à l'opposé, finalement, radiologue, le métier de radiologue. On nous annonce que c'est un des métiers en voie de disparition. Pourquoi? Parce qu'il faut à peu près 12 ans pour former un radiologue aujourd'hui. Et l'intelligence artificielle fait de tels progrès qu'on peut considérer que dans quelques années, il sera beaucoup plus facile et rapide de faire évoluer des machines en intelligence artificielle pour interpréter des radios que de former un radiologue. Donc l'employabilité aujourd'hui, c'est vraiment une notion centrale et c'est votre bien immatériel le plus précieux, tous dans cette salle. Quand cette employabilité est en berne, eh bien, on se retrouve captif d'une entreprise et on se retrouve exposé à des risques plus grands. Donc ça, c'était la première notion qui nous semblait essentielle quand on parle d'expérience salariée. L'enjeu pour une entreprise, c'est de se dire comment est-ce que je vais créer un environnement suffisamment nutritif et apprenant pour permettre à chacun d'être dans cette posture constante de learnability, d'apprenance. Donc ça, c'est un des enjeux de l'entreprise, mais ce n'est pas que de la responsabilité exclusive de l'entreprise. Et vous voyez toutes les réformes aujourd'hui, notamment dans le cadre de la formation professionnelle, qui donnent aussi la main à chaque salarié pour justement s'emparer de cette notion. Première notion, l'employabilité, quand on parle d'expérience salariée, et deuxième notion, l'engagement. Sur l'engagement, j'ai une petite question pour vous. D'après vous, quelle est la part en France de salariés activement engagés? J'entends 10, 15. On dit moins. Alors déjà, un salarié activement engagé, c'est quelqu'un qui se lève le matin, qui est motivé et qui veut apporter de la valeur à son employeur. En France, les chiffres changent à peine d'une année sur l'autre, mais on est autour de 9%. C'est-à-dire que seulement 9% des salariés sont activement engagés. Sur l'immense majorité restante, 26% des salariés sont activement désengagés. Donc un salarié sur 4 est activement désengagé. Activement désengagé, c'est au-delà du planqué un peu passif qu'on peut connaître parfois. C'est une personne qui se lève le matin, qui arrive chez son employeur et qui compte véritablement nuire à son employeur. Et en plus, il a un comportement toxique qui emporte avec lui son équipe ou ses collègues parce que voilà, il est dans la plainte et dans la telle volonté d'inefficacité que l'effet est bien pire. Voilà. Sur l'engagement, le premier facteur d'engagement, c'est le management. Et du coup, on se dit qu'en tant que RH, on a peut-être un rôle à jouer dans cette affaire. Donc ces deux piliers, employabilité et engagement. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est de savoir si les dispositifs RH actuels pouvaient répondre à ces enjeux. Alors on a pris un des plus emblématiques, l'entretien annuel ou la Performance Management Review, qui finalement est le processus qui se retrouve dans la majorité des entreprises, y compris en France, parce qu'on a une obligation légale, vous savez, notamment via l'entretien professionnel. Donc d'abord, j'ai une question à vous poser. Qui, parmi vous, a déjà mal vécu un entretien professionnel? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des mauvaises expériences? Dites la vérité, ça n'est pas de vous des mauvais salariés. Ok, donc à vue de nez, comme ça, au moins 30%, l'entretien professionnel, c'est un des processus... D'abord, c'est quoi l'objectif d'un entretien professionnel, d'après vous? On a un entretien annuel. Évaluer la performance. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs? Fixer des objectifs et développer le futur. On est vraiment dans cette vision évaluation de la performance sur un temps passé et puis projection vers l'avenir. Et donc tout ça dans un objectif finalement d'engagement. À la fin d'un entretien annuel ou d'un entretien de performance, si tout le monde a bien fait son boulot, vous, en tant que salarié, vous devez ressortir un peu plus motivé qu'avant. Et donc, on s'est aperçu, malgré toute la bonne volonté et l'ingénierie, la sophistication des différents dispositifs, que c'était sans doute le processus le plus désengageant de l'entreprise. Et pourtant, il y a plein de façons de faire qui ont été développées. Alors, pourquoi c'est un processus désengageant ?
Alors, il y a plusieurs pistes, mais une des premières, c'est que ce processus, il n'est pas du tout personnalisé. Et vous avez un sujet majeur qui est le sujet d'appréciation ou d'évaluation. Comment je vais noter la performance du salarié. Donc, ça peut être ABCD, 1, 2, 3, ça peut être du multicritère, etc. Bon, on s'aperçoit que ces processus de notation sont complètement inefficaces. Pourquoi ? Parce que quel que soit le dispositif et quelle que soit l'entreprise, vous avez une courbe de Gauss dans la distribution des résultats en termes d'évaluation, qui fait que 70% des salariés vont être évalués comme étant de performance moyenne. Donc ça, c'est très inefficace, parce que si vous avez l'impression de vous être engagé plus que votre équipe, que le reste de vos collègues toute l'année, vous dites après tout, à quoi bon ? Et à contrario, si vous avez l'impression d'avoir fait un service minimum, vous allez vous dire, à quoi bon faire plus ? Donc, on est déjà dans un problème dans l'appréciation et puis dans la temporalité. Le processus RH, sa spécialité, c'est d'être vraiment fragmenté, discontinu. Donc l'entretien annuel, il porte bien son nom, il est tous les ans. Or, si vous, lors de votre entretien annuel, que va faire votre manager ? Généralement, il va vous expliquer quels sont vos axes d'amélioration. On va vous dire... alors Vincent, t'es super, mais il y a 6 mois, lors de la communauté Java ou DevOps que tu mènes, on s'est aperçu que vraiment la prise de parole en public, c'était pas ça. Donc là, moi, si je suis Vincent, je dis mais c'est pas vrai, Vincent, hein, je te rassure. Mais si je suis Vincent, je vais me dire mais attendez, mais pourquoi il y a 6 mois, mais quel a été le feedback en fait ? Comment est-ce que vous m'avez permis de m'améliorer si en effet ce fait est avéré et si je dois travailler sur ce point, si vous attendez 1 an, 6 mois. Donc voilà, profonde démotivation, on a là un dispositif complètement inefficace, à tel point que les premiers à le supprimer, ça a été quand même des entreprises dont on ne peut pas considérer qu'elles soient très libérales dans leur façon de gérer leur personnel, Accenture, Microsoft, Deloitte, et tant d'autres, hein, je pense qu'il y en a plein qui sont en train de suivre le mouvement, General Electric aussi, ont abandonné l'entretien annuel. Autre outil souvent mis en avant par les RH, les référentiels métiers. Là, c'est un peu différent, mais pareil, on pense que c'est un peu dépassé. Les référentiels métiers, ça consiste à se dire qu'on peut prévoir à 5, 10 ans et parfois plus ce que sera votre carrière. Alors, on peut construire des beaux parcours et vous mettre dedans, mais il y a de fortes raisons de penser que c'est difficile d'être aussi prédictif avec autant d'avance. On parle pas mal de VUCA pour les entreprises. Je pense que certains d'entre vous connaissent l'acronyme volatile, incertain, complexe, ambigu. Nous, notre idée, c'est aussi que nos carrières aujourd'hui sont VUCA et que c'est difficile de prévoir autant les choses. Pour vous parler de quelque chose que je connais, je vais vous parler très brièvement de mon parcours. J'ai fait de la philosophie à la Sorbonne pendant 4 ans, c'était passionnant. Et après seulement, je me suis tourné vers l'agilité. Et du coup, j'ai ce qu'on appelle classiquement un parcours atypique. Très concrètement, c'est le genre de parcours qui peut faire sens quand on le relit après coup, mais qui aurait été assez difficile à prévoir et à planifier en amont. Et quant à toi, je te laisse nous présenter ton parcours. Quant à moi, j'ai passé je suis ce qu'on appelle une RH repentie, en fait. Parce que j'ai passé quand même une 15aine d'années à travailler sur du référentiel métier, sur de la GPEC, sur des processus d'évaluation qui étaient très sophistiqués, que moi je trouvais très bien, mais qui étaient complètement inefficaces en fait. Parce qu'on avait oublié le sens de l'action, qui est en effet provoquer un échange et puis aider la personne à s'améliorer sur cette fameuse trajectoire professionnelle qui est différente selon les personnes. Donc c'est là où ça fait 4 ans que je suis chez Extia, où j'ai dû la première année faire quelque chose de très important et qui est très difficile, qui est d'apprendre à désapprendre. Et pour ce faire, donc apprendre à désapprendre toutes mes croyances managériales, l'entretien de recadrage, le processus, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, etc. Donc qui était très très ancré en moi. Et l'agilité m'a aidé et m'a apporté un certain nombre de réponses, parce que je pense qu'il y a plein de principes agiles, ou en tout cas dans les méthodologies agiles, il y a beaucoup de choses dont on peut s'inspirer en termes de ressources humaines. Et puis, à commencer par des concepts assez simples. Le premier, c'est la confiance. Alors, pour parler de confiance, est-ce que vous avez entendu parler du projet Aristote ? Ça vous dit quelque chose ? Alors, le projet Aristote, il y en a quelques-uns qui hochent la tête. Le projet Aristote, c'est un projet qui a été lancé il y a quelques années par Google, cette entreprise qui mesure tout.
Et donc, ce que Google voulait mesurer à ce moment-là, c'était ils essayaient d'identifier les critères communs à toutes les équipes performantes. Clairement, hein, en lançant ce projet, ils cherchaient des pistes dans le management. Ils voulaient voir apparaître des qualités de leadership, d'animation d'équipe, etc. Et alors, pour ceux d'entre vous qui ont lu l'étude, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, Google, comme seul critère unique, commun à toutes les équipes performantes? J'en vois, Raphaël. Sécurité psychologique. C'est quand même, on va dire, ça fait appel à quelque chose qui n'est pas très commun dans les entreprises, malheureusement, mais le bon sens, hein, finalement. Vous avez une application qui cartonne qui s'appelle Never Eat Alone, aujourd'hui, qui a été développée par une Française dont j'ai oublié le nom, tout simplement parce qu'elle était dans une grande entreprise américaine, elle faisait son stage, et qu'est-ce qui s'est passé? Cette grande entreprise, comme plein d'autres, avait investi des millions d'euros et de dollars dans les processus d'intégration, avec des choses très sophistiquées, mais le midi à la cantine, elle se retrouvait toute seule pour manger. Bien, pour ceux d'entre vous qui se rappellent de leur premier jour en entreprise, c'est très angoissant. Hein. Donc cette sécurité psychologique, ce postulat-là, il doit être vraiment adressé par toutes nos pratiques et politiques. Donc la confiance, ça fait partie de ça. On a une phrase assez moche chez Extia, mais qui résume bien la situation. Celui qui fait, c'est celui qui sait. C'est-à-dire qu'il faut, dès le départ, adresser le postulat de la confiance. Avec, derrière, le droit à l'erreur qui doit être assumé, hein, bien évidemment. Michel Hervé en parlait ce matin. Le droit à l'erreur, c'est quelque chose de clé pour mettre les gens en réussite. Donc la confiance, qui est un postulat important. Deuxième postulat, l'empowerment. Donc l'empowerment, c'est une notion très intéressante, c'est comment est-ce que je donne plus de latitude, de pouvoir d'influence à chaque individu dans sa carrière. Autrement dit, la responsabilisation. Chez Extia, on n'a pas eu vraiment le choix, parce que Extia, c'est 28 ans de moyenne d'âge, c'est une croissance organique très forte. Hein. Moi, je suis arrivée il y a 4 ans, Extia, c'était 600 personnes, aujourd'hui, on est le double, 1200. Donc, croissance extrêmement forte. Si vous voulez répartir les points d'appui dans votre structure, on parle de scalabilité, de mise à l'échelle, il faut faire en sorte que la plupart et la majorité des parties prenantes soient responsabilisées sur leur poste. Et puis l'amélioration continue, qui est cette boucle de feedback chère à l'agilité. Donc tous ces concepts-là, nous, on essaie de les développer au sein d'Extia et on l'a résumé par une ambition assez unique et qui revient à l'expérience salariée. C'est-à-dire notre objectif, c'est d'offrir à chacun, à chaque partie prenante, une expérience positive dans l'écosystème Extia. Donc quand je parle d'expérience positive, je n'ai pas non plus d'idée derrière de durée. C'est-à-dire que beaucoup de politiques RH et dispositifs sont là pour vous engager dans la durée. D'ailleurs, les référentiels de carrière, c'est pour que vous puissiez vous projeter à 3 ou 5 ans. On sait qu'aujourd'hui, cette notion de temporalité, elle est relative. Donc nous, on est dans l'expérience, on s'intéresse plus à la qualité de l'expérience qu'à la durée de cette expérience. Surtout dans notre secteur d'activité, hein, c'est une SS2I, ESN, hein, maintenant c'est plus joli, où vous avez une volatilité des ressources, c'est natif en fait. Hein. C'est un secteur d'activité où vos salariés passent 90% de leur temps chez les clients. Donc dans ces conditions, comment est-ce qu'on crée de l'engagement? Comment est-ce qu'on crée du sentiment d'appartenance? Alors, on a, nous, essayé de le faire et on va arriver à la gamification à travers donc, cette notion de feedback et de continuité que moi j'appelle le continuum carrière, qui est de se dire comment, justement, j'évite cet effet de l'entretien annuel ou discontinu, quoi. C'est-à-dire où j'attends 6 mois pour faire un feedback. Et on le sait, dans l'agilité, et c'est là où on s'en est inspiré dans nos pratiques managériales, il faut être vraiment dans cette boucle d'amélioration continue et dans cette boucle de feedback. Alors, nous, on le résume par notre motto qui est d'abord qui, ensuite quoi. On part de l'individu. Et donc, on s'inspire, on travaille avec lui sur ses envies, ses talents, ses aspirations, pour individualiser sa gestion de carrière. On utilise d'ailleurs un outil, on l'a mis, que vous devez connaître peut-être, inspiré directement du management 3.0 de Jürgen Appelo, qui s'appelle les Moving Motivators, c'est-à-dire c'est l'identification, c'est un jeu de cartes qui permet très simplement, au détour d'un entretien de recrutement ou lors d'un entretien annuel justement, d'identifier vos leviers de motivation. Donc d'abord qui, ensuite quoi, c'est on part de l'individu et puis on crée autour de lui une matrice de soutien structurel. Hein, n'oubliez pas, nos salariés sont chez nos clients. Donc on a toujours 3 personnes qui les suivent en permanence, leur manager, leur gestionnaire de carrière et puis leur consultant administratif. Donc tout ça, c'est pour faire que structurellement,
si vous, salarié, vous avez une question, vous puissiez avoir rapidement une réponse. Et donc, on gère ces irritants, hein, vous savez, les petites choses, les petits cailloux dans la chaussure, très, très rapidement, à tel point qu'un salarié, il a un point formalisé chez Exia tous les 3 mois. C'est lui qui note son manager, d'ailleurs, hein, accessoirement, et non pas le contraire. Et puis, il a sans arrêt des personnes à qui s'adresser en cas de problème. Le triple suivi. Et puis, donc, bien sûr, on a un entretien annuel qu'on a appelé le bilan extraordinaire. Donc, moi, je forme les managers à dispenser ces bilans annuels. Et la première consigne que je leur donne, d'après vous, c'est quoi? Les points positifs, pas de jugement. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Que ce ne soient pas les managers qui le mènent. L'écoute. Donc on est dans la posture, hein, bien sûr. Alors pas de jugement, c'est quand même compliqué. Hein. Enfin, on peut se dire ce qu'on veut. On est quand même un être humain qui va parler à un autre être humain. Vous avez un filtre. On peut essayer d'être objectif, mais on n'est pas non plus encore des machines. Donc c'est compliqué de ne pas avoir de jugement. Mais je leur dis la chose suivante, je leur dis, votre collaborateur ne doit rien apprendre pendant le bilan annuel. Pourquoi? Parce que si tu as fait ton boulot en tant que manager tout au long de l'année, ça fait du feedback. Donc ça veut dire que le jour de l'entretien annuel, on prend un peu plus le temps, on revient sur des expériences, on revient sur cette fameuse trajectoire d'amélioration et on se projette, mais pas d'annonce surprise, pas de tuer comme ça, etc. Ça ne marche pas. Donc ça, c'est vraiment le premier action. Et donc là, il y a quelque chose, moi, quand je vous dis que je suis une RH repentie et que j'ai dû apprendre à désapprendre, c'est un principe agile qui est les interactions d'abord, les processus ensuite, et ça, c'est clé dans tout ce qui est processus de l'entreprise. Donc nous, on ne se cache pas derrière des formulaires, on essaie d'être dans l'interaction. Et puis, bien évidemment, des fois, ça échoue, hein, puisque quand même, la matière molle, l'ingénierie humaine est très compliquée. Emmanuel, vous parlez de Google et de leur passion de la mesure. Alors nous, on est un peu moins obsessionnels sur la mesure, mais on a quelques indicateurs et quelques enquêtes qu'on veut plus qualitatifs que quantitatifs, et surtout dont le tempo définit la richesse. On vous l'a dit, on a eu une croissance assez rapide et on essaye toujours d'associer nos salariés sur différents aspects de la vie de la société, sur la formation. Et du coup, assez régulièrement, de manière ponctuelle, on peut envoyer des enquêtes sur la formation de demain pour savoir quels sont les modes d'apprentissage de nos salariés. On avait envoyé une enquête qui s'appelait « Ton manager est-il agile ?» pour justement prendre un peu le pouls. Voilà, l'idée, c'est de construire toujours avec nos salariés et de partager à chaque fois les résultats pour avoir le plus d'avis possible. Plus régulièrement, on a la météo du CRA, c'est la météo du compte-rendu d'activité. Ce qui veut dire que mensuellement, tous les salariés, en plus de saisir leur CRA, répondent à 2 questions qui sont comment se passe ta mission en ce moment? Donc bien, pas bien, c'est le moment de le dire. Et quel est l'intérêt des missions qui te sont confiées? Comme ça, en cas d'alerte ou en cas de baisse d'engagement, parce que ça peut arriver pour tout le monde, bah on est tout de suite au courant et on n'attend pas justement 3-6 mois le prochain point. On en a parlé déjà lors du BO, du bilan extraordinaire. Le système est inversé et ce sont les salariés qui notent leur manager, justement, pour que ça ait un intérêt et qu'il y ait de l'amélioration continue dans les 2 sens. Et une dernière enquête, celle-ci est annuelle, peut-être que vous connaissez, c'est l'enquête Great Place to Work. Le palmarès Great Place to Work, c'est un palmarès qui récompense les entreprises où il fait bon travailler. En 2018, Extia était 2e au classement. Et l'idée, au-delà de la médaille en chocolat, c'est d'avoir un baromètre interne qui nous permet d'avoir des indicateurs auprès de tous nos salariés qui ont répondu. Ça se fait sur la base du volontariat, mais on a quand même des taux de réponse assez bons. Et à partir de là, on peut s'inspecter et décider de nouveaux chantiers ou de nouveaux plans d'action pour voir ce qui ne va pas, pour aussi voir ce qui va bien et essayer de continuer sur cette voie. Et pour vous donner un exemple hyper concret, en 2014, on s'est rendu compte que nos chiffres sur la formation n'étaient pas hyper bons. On avait un taux de satisfaction qui était de 60%, je crois. Du coup, on s'est réunis et on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire pour changer tout ça. Et c'est ainsi que sont nées les communautés métiers. Alors les communautés métiers, Timothée le disait, 2014, résultat vraiment pas terrible sur la formation. On lance une enquête participative sur comment est-ce que tu apprends, qu'est-ce que tu as envie de... à chaque salarié, donc qu'est-ce que tu as envie d'avoir comme offre formation. Et donc là sont nées ces communautés métiers. Alors en soi, ça n'a rien de très novateur comme concept. J'imagine que si je vous demande si dans votre entreprise il y a des communautés métiers, vous serez nombreux à dire oui. Bon.
Merci de me soutenir. Donc rien de très novateur. Bon, nous, on a quand même un petit problème, c'est que nos salariés, hein, vous l'avez compris, sont en mission chez nos clients. Donc ne sont pas sur place. Ça veut dire que nos communautés métiers, si on veut pouvoir concerner le plus de monde, c'est après les heures de travail, sur la base du volontariat, hein, c'est-à-dire sous forme de meet-up. Donc déjà, on a ce petit souci logistique. Et puis, on a beaucoup d'expertises différentes chez Extia. Dans un domaine où l'expertise, c'est clé, puisque je parlais d'obsolescence rapide des compétences, hein, dans l'IT, vous pouvez avoir sur un même langage informatique 2 mises à jour par an. Hein. Donc, je veux dire qu'on est quand même dans cette posture d'apprenance en continu. Donc, création fin 2015 des communautés métiers, et on s'est dit, alors, il va y avoir au début, parce qu'on a des retours d'expérience de plein d'entreprises, il va y avoir au début un effet d'aubaine. C'est-à-dire que les gens vont venir par curiosité. Il y a un thème, il y a quelque chose de nouveau, il y a des bières et des pizzas, bon, je vais venir, etc. Par contre, notre question, c'est pas de les faire venir une fois, notre problème, c'est de les faire venir plusieurs fois. Comment est-ce que je vais les faire revenir ? Et donc, pour ça, il n'y a pas de mystère. Hein. D'abord, il faut parler à l'intelligence des gens, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur la qualité du contenu. Donc, avec des speakers de qualité, avec certains de nos consultants qui creusent leur sujet. Donc, déjà, la qualité du contenu. Et puis, la gamification, ça a été aussi un levier, et Timothée va vous en parler, ça a été un levier pour engager nos salariés dans la durée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé un peu plus de 2 ans après la création de ces communautés ? Aujourd'hui, on a 18 communautés actives. Vous voyez qu'un des derniers défis, c'était de se dire comment est-ce qu'on les régionalise, puisqu'il y avait beaucoup de choses à Paris, mais comment est-ce que dans nos différentes agences régionales, on arrive aussi à faire vivre ces communautés. Et on a des communautés qui sont très techniques. On a DevOps, on a Java, on a des sujets qui sont extrêmement techniques, et puis on a des sujets transverses. Donc on a une communauté, par exemple, qui s'appelle Feel Good, qui va traiter de sujets d'actualité. Donc ça peut aller du Smart City, de la cité connectée, aux dernières innovations du CES Las Vegas. Donc c'est vraiment extrêmement vaste, et ça peut concerner tout type de métier. 10 minutes. Ça peut concerner tout type de métier. Et puis, vous avez également un Fab Lab. C'est-à-dire qu'on a acheté une imprimante 3D pour que nos salariés puissent do it with others, hein, do it yourself. Donc, ça marche bien. Et donc là, on n'a pas de limitation. C'est-à-dire que si vous voulez travailler au système de domotique de votre maison, même si ça n'a pas un rapport direct avec votre mission actuelle, eh bien, développez vos compétences en le faisant. Donc, on a un Fab Lab, et puis on a une communauté agile qui est animée entre autres par Timothée, donc il va vous parler du système de gamification. Alors la gamification qu'on a mis en place, déjà petit rappel sur ce qu'est la gamification, on a mis en place sur les communautés métiers des dynamiques de jeux et de jeux vidéo. Et très simplement, chaque participant des communautés métiers, donc chaque personne qui vient à un meet-up organisé par Extia, gagne des points. Plus on s'investit, plus on gagne de points. Donc ça veut dire que si je participe, je gagne des points. Si je facilite l'organisation d'un événement de quelconque manière, je gagne encore plus de points. Et si j'interviens, que ce soit pour un atelier, un talk, ou si je fais intervenir un membre de mon réseau, je gagne encore plus de points. Ces points s'additionnent et me permettent de débloquer différents statuts qu'on a pris sur l'univers de Star Wars, voilà, et qui peuvent me permettre d'aller du niveau de novice à Padawan, Jedi, Chevalier Jedi et Maître Jedi. Alors, au-delà de l'aspect ludique qui nous engage tous, parce que c'est quand même une petite compétition qui se met en place, on peut débloquer 2 types de récompenses. La première, c'est de débloquer du temps. C'est-à-dire que plus je m'investis, plus je gagne du temps, soit pour porter l'avenir de ma communauté métier, soit pour, par exemple, aller à une conférence comme aujourd'hui à Agile en Seine. N'est-ce pas, Vincent ? Voilà. Et autre type de récompense, un système de butin, ce qui fait qu'à chaque fois qu'en fait, je participe à un événement, le nombre de points que je gagne rentre dans la cagnotte de ma communauté métier. Et moi, en tant que salarié d'Extia, je suis libre de participer à autant de communautés métiers que je veux. Il se trouve que je suis plus investi sur la communauté agile, mais si demain je vais à un événement organisé par les makers, je rapporterai des points qui iront sur mon statut personnel, mais des sous qui iront dans la cagnotte des makers, et ils pourront, avec ça, gérer en autonomie leur butin, et s'ils le souhaitent, acheter du matériel pour l'imprimante 3D, ou des Raspberry Pi, ou ce que vous voulez. Pareil, sur la communauté agile, le butin qu'on accumule nous permet, après on le gère entre nous comme on entend, soit de prendre des places pour Agile en Seine comme aujourd'hui, soit, quand on le souhaite, d'organiser un événement dans un bar à Paris pour changer un petit peu. Et après, c'est assez bien conçu, parce que si on organise un événement à Paris et qu'on a beaucoup de monde qui vient, ça peut être un événement rentable, entre guillemets, qui fait que notre cagnotte
réalimente. Les bénéfices de cette gamification, c'est de valoriser la participation de tous les membres des communautés métiers, de récompenser l'investissement, parce que en fait, toute cette organisation ne serait rien sans, on appelle ça des leads, mais des leads qui portent les différentes communautés métiers, et surtout de donner de l'autonomie aux communautés métiers. Je vous parlais des différentes utilisations du budget qu'on peut faire. Pour le coup, on est vraiment libre sur ce qu'on en fait. Voilà ce que je voulais vous dire sur les communautés, sur le jeu des communautés. Et voilà où on en est en 2018 à date. Alors à date, on va, je pense, à la fin de l'année, dépasser le nombre de 1000 participants uniques à ce nombre de communautés. Et puis, on a beaucoup de meet-up. C'est-à-dire qu'on va, c'est pareil, on va avoir 70 meet-up. Donc, c'est forcément sous des formes un peu différentes. Timothée le disait, ça peut être en partenariat avec le Hamion, on privatise leur amphi. Ça peut être dans un bar à Paris. Donc, il y a vraiment beaucoup de déclinaisons possibles de ces meet-up. Ce qu'on n'avait pas du tout prévu au début, c'est l'intérêt que ça pouvait avoir pour des personnes externes à notre organisation. Je vous parlais d'écosystème Extia, rappelez-vous, expérience positive dans l'écosystème Extia. Donc, puisqu'on utilise la plateforme Meetup, que certains d'entre vous connaissent sans doute. Et donc, on a, parmi ces 1000 participants qui la vision fin d'année, on a 15% de curieux qui viennent. Alors, ça peut être des potentiels candidats, ça peut être des clients, ça peut être juste des curieux et des intéressés par le thème. Et donc, on s'aperçoit vraiment qu'on est aussi dans un écosystème ouvert et que ces communautés permettent de l'émulation dans toute l'entreprise. Et donc, bien sûr, Timothée le disait, il a fallu qu'on résolve, on a eu des crises de maturité dans les communautés métiers. Et donc, cette année, on s'est attaqué notamment à la valorisation des leads. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'investissent énormément sur ces communautés, qui leur permettent de vivre. Et donc, ces leads, on a commencé à leur dégager du temps, à travailler un petit peu avec eux sur l'animation pour les aider et les soutenir au quotidien. Et donc, je vous parlais de rayonnement externe, à tel point qu'on a créé, qu'on vient juste de publier le site Meetup by Extia. Donc, si vous êtes curieux, intéressé par nos différents meetup et par les thèmes qui sont développés, vous pouvez tout à fait vous inscrire, puisque on a à peu près la moitié d'entre eux qui sont ouverts au public. Voilà, et en guise de conclusion, on aime bien rappeler qu'au-delà de la gamification, on aime bien jouer au quotidien chez Extia, tout simplement. Et donc, on finira avec cette petite phrase empreinte de poésie, en disant que le jeu est à la pédagogie ce que la métaphore est au discours. Voilà.